Qui repartent chez eux avec plus de connaissances en matière de gouvernance et de leadership. 45 jeunes venus de 4 pays ont bénéficié à Ouagadougou de cette formation sur la gouvernance démocratique initiée par le centre, par l'Institut général Tchemoko Marc Garango pour la bonne gouvernance et le développement. Nous écoutons Estelle Judith Aksogba. Ce séminaire de formation du programme for Young Politicians in Africa, PIPA, se termine sur des notes de satisfaction selon les organisateurs. C'est un programme de formation que nous avons mis en place avec une fondation suédoise qui a été constituée par des partis politiques suédois. Et l'idée, c'est de recruter 45 jeunes en provenance du Burkina Faso, du Bénin, du Mali et du Niger, d'abord pour renforcer leurs capacités. Et donc l'idée, c'est non seulement de renforcer leurs capacités dans différents domaines de la gouvernance, du leadership, mais aussi de renforcer la coopération interafricaine, notamment dans les pays de la sous-région. Et je pense que c'est un objectif que nous avons atteint. 2 semaines durant, ces jeunes leaders des partis politiques ont pu capitaliser de nouvelles connaissances. Nous savons désormais apprécier les politiques que nos États adoptent. Nous savons également beaucoup de choses sur l'idéologie d'un parti politique. Vous savez, ce qui a été très émouvant, c'est que nous avons aussi été à l'école des jeunes suédoises. Vous avez vu, nous avons suivi des exposés. Comment est-ce qu'ils ont réussi à mettre sur pied une section jeune au sein de leur formation politique. On est jeunes socialement, on est jeunes aussi dans la politique. Donc le savoir, il faut toujours l'acquérir de quelque manière que ce soit pour pouvoir prétendre au changement ou pour pouvoir prétendre à n'importe quelle chose que ce soit. Donc ces 2 semaines nous ont permis vraiment de renforcer nos connaissances, d'apprendre de nouvelles choses aussi. Et de retour dans nos différents partis, nous allons essayer d'inculquer ces valeurs-là à nos militants. Le général Tchemoko Marc Garango, dont l'Institut porte le nom, se dit satisfait de l'honneur porté à son égard. J'ai une chance, puisque généralement en Afrique, même si vous êtes un homme illustre, un homme de valeur, on attend que vous partiez d'abord avant de vous attribuer toutes sortes de vertus, toutes sortes de compétences, toutes sortes de qualités. Donc moi j'ai la chance d'avoir été choisi par vous les jeunes là, pendant que je suis encore en vie. C'est ça ma chance. Et j'ai encore la chance d'assister à la formation de ces jeunes qui vont assurer la relève. Donc en fin de compte, je suis entièrement satisfait de la situation dans laquelle je suis, grâce à vous les jeunes africains, leaders de demain, chargés de conduire notre pays. Actualité oblige, la crise malienne ne pouvait pas passer sous silence. Les participants à cette première session ont exprimé leur solidarité au peuple malien dans sa lutte acharnée pour un Mali un et indivisible. Ils ont aussi exhorté la jeunesse africaine à œuvrer dans le sens du renforcement de la démocratie, seul gage de paix et de développement durable. Et nous reparlons des mutilations génitales féminines qui ont toujours la peau dure au Burkina Faso, malgré les efforts des acteurs de la lutte contre l'excision. Les parlementaires qui séjournent dans le Nord en ont fait le constat à Sisamba, où ils ont eu des échanges directs avec les populations, notamment sur l'aspect transfrontalier de l'excision. En entendant le bilan, les députés n'ont pas hésité à s'engager dans la lutte contre la pratique de l'excision. Si on ne peut pas, sans risque de se tromper, soutenir avec les populations que depuis une vingtaine d'années, aucune fille n'a été excisée à Sisamba, on peut tout de même admettre que la pratique est devenue rare, sinon très rare. Cela est à mettre à l'actif de cet homme, Noufugiro, le responsable de la formation sanitaire affectée dans la localité en 1992. Nous avons constaté un certain nombre de faits au niveau de la maternité et au niveau des femmes qui viennent accoucher, qui sont dus aux conséquences de l'excision. Donc, sans tarder, nous avons fait appel aux différents responsables et leur expliquer ce que je vois. Et c'est des faits qui sont réels et ce sont des conséquences graves pour la santé des femmes
également pour leur progéniture. Celles qui étaient des exerceuses au niveau de certains villages, nous avons essayé de les prendre comme des accoucheuses villageoises. Ce qui les a motivées, ce qui les a permis de connaître vraiment les méfaits de cette pratique-là. Les représentants des confessions religieuses et des structures décentralisées, les responsables coutumiers, en somme, tous ceux qui ont tenu à prendre la parole au cours des échanges avec les élus nationaux, considérés comme des consultations publiques, ont retenu le rôle déterminant de l'infirmier-chef dans l'abandon de la pratique de l'excision à Sisamba et dans les villages environnants. Il y a d'autres localités où la pratique perdure toujours. Comment faire en sorte que les gens du Yatenga, ou qui ont des coutumes aussi, qui ont la religion, qui ont tout ce qu'il y a comme fondement à l'excision, ont abandonné. Faire en sorte qu'ils puissent échanger avec d'autres communautés qui n'ont pas encore échangé. Tout ça pour nous appuyer dans la lutte, que cette pratique vraiment honteuse soit abandonnée pour de bon. Les témoignages étaient sincères et francs et je pense qu'on ne pouvait pas attendre mieux. Cela nous permettra, en tant que parlementaires, d'engager, d'arrêter une stratégie pour être aux côtés de l'exécutif dans le cadre de la lutte contre la pratique de l'excision. La sénatrice est représentante de la section belge de l'Association des parlementaires européens partenaires de l'Afrique. En effectuant le déplacement à Ouagadougou, puis à Waïgouya, affiche sa ferme volonté de lutter contre les mutilations génitales féminines. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que Africains, Asiatiques, peu importe notre nationalité, nous devons former une chaîne de solidarité partout dans le monde pour porter la bonne parole, pour arrêter l'excision. Pour le chef de la mission, le déplacement a été utile. Nous repartons à Ouagadougou, confiants que le message que nous sommes venus pour faire passer est déjà en bonne partie un message que les populations ici ont compris. Nous pensons qu'avec l'appui de tout le monde, les services de santé, les associations communautaires de développement, l'excision sera un mauvais souvenir peut-être. En tout cas dans cette région, je pense que bientôt ce sera un mauvais souvenir pour tout le monde. C'est sur cette note de satisfaction que la délégation des parlementaires a regagné Ouagadougou avec les rudiments nécessaires pour participer de façon efficace à la base à la lutte contre la pratique de l'excision. L'hépatite B, une maladie silencieuse qui fait de milliers de victimes par an. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les hépatites virales font environ 1,5 million de décès chaque année dans le monde entier. Le Burkina Faso serait dans la zone à haute prévalence. Sur l'ampleur de cette maladie et sur sa prise en charge médicale au Burkina Faso, nous suivons les précisions de Nathalie Kaoré dans ce dossier. L'hépatite B est une inflammation du foie causée par un virus. Elle peut être aiguë quand l'inflammation est récente ou chronique quand elle dure plus de 6 mois. Très souvent asymptomatique, l'hépatite B se transmet par les mêmes voies que celle du virus du VIH-Sida. Donc la transmission peut se faire par l'intermédiaire du sang, par l'intermédiaire des sécrétions sexuelles, notamment le sperme, et la transmission aussi de la mère à l'enfant. L'un des signes qui attire beaucoup plus l'attention, qui semble être un peu plus spécifique, c'est lorsque les yeux deviennent jaunes, ce qu'on appelle couramment la jaunisse. Mais sinon, dans la plupart des cas, l'hépatite passe inaperçue. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de manifestation comme ça, c'est simplement peut-être une petite fatigue que les travailleurs ont l'habitude même vont mettre sur le compte facilement du travail. Le Burkina Faso se situe dans la zone à haute endémicité de l'hépatite B, c'est-à-dire une zone où la prévalence est supérieure à 8%. Il n'existe pas de données chiffrées sur cette maladie dans la population générale, mais quelques études ont permis de savoir que la maladie sévit dans certains milieux. Malheureusement, nous n'avons pas de données comme ça dans la population générale. Et les données que nous avons, c'est chez, par exemple, les donneurs du sang. Les donneurs du sang, là, la dernière étude a montré que 7% des nouveaux donneurs de sang sont porteurs du virus de l'hépatite B. Oui. Et certaines études ont été faites dans des milieux aussi à risque, tels que chez les prisonniers, où on trouve environ 30% qui sont porteurs.
Une fois détectée, l'hépatite B peut être traitée. Les deux types de traitements qui existent contre l'hépatite B ont leur coût et leur niveau d'efficacité. Il y a le traitement qu'on appelle l'interféron. Avec ce traitement, on peut obtenir l'élimination du virus. Mais ce traitement, le gros inconvénient, c'est qu'il coûte très cher. Et c'est 180 000 francs au moins, sinon 200 000 francs, l'injection. Et lorsque le traitement est instauré, il faut une injection par semaine, pendant 6 mois. Il existe aussi à côté un autre traitement qui est aussi médicamenteux et qui se fait par voie orale. Et ce traitement, il revient moins cher. C'est-à-dire que vous avez 2 mois de traitement à moins de 3 000 francs CFA. Et le gros inconvénient de ce traitement, c'est que c'est un traitement aussi à vie. Au regard du coût et des inconvénients liés au traitement, les agents de santé recommandent de mettre l'accent sur la prévention. En plus des mesures de prévention contre le VIH, la vaccination est un moyen de prévention contre l'hépatite B. Mais attention, cette vaccination se fait sous certaines conditions. Il faut d'abord s'assurer qu'on n'est pas porteur du virus. Parce que si vous êtes porteur du virus, là, il faut vous adresser à un gastro-entérologue qui va prendre en charge, situer si vous avez besoin d'un traitement ou d'une surveillance. Maintenant, si vous êtes négatif, on cherchera à savoir si vous n'êtes pas déjà protégé contre le virus, donc par la recherche des anticorps. Si vous n'êtes pas protégé, là, le vaccin est utile. L'hépatite B peut toucher n'importe qui, peu importe l'âge, le sexe et le niveau social. Le test de dépistage est le seul moyen de savoir si l'on porte ou non le virus de cette maladie. Toute personne soucieuse de sa santé devrait songer à le faire. À Bobo-Dioulasso, la lutte contre le VIH-Sida remise au goût du jour. Associations et organisations ont réaffirmé vendredi dernier leur engagement dans cette lutte. Cela se passera dans la mobilisation de ressources et le partage d'expériences pour gagner le combat de la lutte contre cette pandémie du sida au Burkina Faso. L'ouverture du forum avec Rukia Sanou. Dès l'apparition des premiers cas de maladie en 1986, l'État burkinabé a fait de la lutte contre le VIH-Sida une priorité en impliquant les acteurs à tous les niveaux. Et l'une des innovations apportées à la stratégie nationale de lutte au cours de ces dernières années est la documentation et la diffusion des meilleures pratiques en matière de lutte contre le VIH-Sida et les IST. Ce forum qui entre en droite ligne de cette innovation entend toutefois mettre l'accent sur le secteur privé. Dans la mise en œuvre de l'approche multisectorielle, le secteur privé et des entreprises présentent très peu de résultats. Voilà. Vous prenez la région des Hauts-Bassins, nous avons plus de 150 petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, mais nous avons juste une quinzaine d'entreprises qui ont des comités d'entreprises de lutte contre le sida. Donc nous voulons susciter en tout cas cet engagement à partir du partage d'expériences. 48 heures durant, les participants vont donc s'inspirer d'expériences réussies présentées par des entreprises pilotes. On devrait essayer de trouver une stratégie de mobilisation des fonds au niveau interne, au niveau externe, mais également des échanges d'expériences entre les participants, les bonnes pratiques, puisque vous savez qu'au niveau des entreprises, on a des cas de sida et au niveau de notre association, notre objectif c'est de voir comment on peut travailler à réduire ces différents cas-là. Et ça sera l'occasion justement d'échanges entre les différents partenaires. À terme, l'objectif est de renforcer les acquis engrangés dans la lutte contre le sida et de trouver des stratégies pour relever les nombreux défis en vue de faire du sida une maladie comme les autres. Parlons agriculture à présent et nous marquons un arrêt dans la plantation du jatropha du Larlénaba où l'heure de la récolte a sonné, un moment où toute aide est la bienvenue. Aujourd'hui, c'est une association des auditeurs de radio privée et publique qui est allée prêter main forte à l'honorable député dans ce domaine de 83 hectares où une centaine de personnes, élèves, étudiants et population de Toéguin y tirent l'essentiel de leurs revenus. Zoom sur ce projet de développement du ministre du Moronaba avec Simon Gongo. Avec son bâton de chef,
le Lalé Naba nous présente le fruit de son produit, le jatropha. C'est une partie de la récolte de ces 83 hectares qu'il exploite depuis 2008 dans la commune rurale de Touéguin, à 60 km de Ouagadougou. Puis à bord d'un véhicule, on fait le tour du champ pour voir l'aspect des plants. Entre les lignes, il nous explique comment il est possible d'associer sa plante et les cultures vivrières comme le maïs, le niébé et le mil. Il n'y a vraiment pas de compétition entre le jatropha et les cultures vivrières si l'écartement est fait de façon conséquente. Et on a le sorgho fourrager associé au jatropha. Le sorgho fourrager, en fait, le sorgho lui-même, il est consommé, mais étant donné l'abondance des tiges, nous pouvons les broyer et mettre dans l'aliment à bétail que nous produisons. Ici, c'est un tremplin pour la commune qui y envoie la plupart de la main-d'œuvre. Avant, ils ne connaissaient pas le jatropha, mais maintenant, avec le projet de la laine Naba Tigré, bon, maintenant, les populations, il y a beaucoup de gens qui ont des champs de jatropha. C'est tout, ils ont fait sous la route des jatropha, à se mettre comme ça. Bon, chacun gagne quelque chose à nourrir leur famille, quoi. Alidou, élève en classe de 3e, en vacances, travaille pour assurer ses frais de rentrée. Ce travail, ça nous aide beaucoup. Bon, ça nous permet d'avoir quelque chose pour la saison hivernale comme ça. Bon, on a besoin de quelque chose pour faire nos petites affaires, quoi. Bon, c'est pour ça que nous sommes là pour travailler, avoir un peu, bon, pour aider à nos parents. Bon, souvent nous on peut avoir besoin de quelque chose. Bon, c'est pas forcément qu'on peut demander à nos parents, quoi. Après plus de 200 cuvettes, Alidou est dans le rang pour empocher 3000 francs CFA en fin de journée et pense déjà à son vélo. Avec cet argent, je peux résoudre mes petits problèmes. Bon, souvent, il y a mes vélos j'ai un vélo. Souvent, les vélos se mettent en pente. Je peux utiliser cet argent pour réparer. Aujourd'hui, l'association des auditeurs des radios publiques et privées est venue aider à la récolte. Le dimanche surpassé, on a fait une réunion et puis le lundi, on est allé la voir. Il a dit que si on a le temps aujourd'hui de venir l'aider à enlever à récolter ses fruits. C'est ça qui nous a amenés ici ce matin. Ils sont une centaine, galvanisés par le jeune premier, dont le rôle est de communiquer sur les bienfaits de la plante. Avec eux, les femmes de l'association Belouette qui profitent des crédits de la vente du jatropha et qui viennent aujourd'hui visiter le champ. On a travaillé, bon, ça fait près de 3 ans que nous sommes dedans. Bon, ça nous apporte, ça nous aide à payer les études des enfants. Le Lalé Naba profite de sensibiliser les membres à porter son combat de lutte contre la pauvreté. Nous avons vu que le travail ici est louable et bénéfique. Nous avons sur la même parcelle des céréales et des arbres fruitiers, et toutes choses qui rapportent. La culture du jatropha n'est donc pas incompatible avec les autres spéculations. À peine fini, il nous montre l'ennemi de la plante. Les fourmis sont nocives au jatropha et pour les éviter, ces insecticides doivent être appliqués avant la plantation. Mais la principale difficulté est d'ordre financier. Les crédits octroyés ne sont pas adaptés à l'activité. Vous savez, vraiment un crédit adapté à des plantations, il faut un crédit avec un différé d'au moins 3 ans. Et à partir de la 3e année, la plante est à son âge adulte et il commence à bien produire, à mieux produire et il a des rendements meilleurs. Et cela permet de payer les traites qui sont liées au crédit. Voilà, c'est surtout ça le principal problème. Car malgré ses bienfaits, comme ce coton qu'il nourrit essentiellement de tourteaux de jatropha, il faut faire avec le manque de finances, avec des banques qui veulent se faire rembourser la même année, et les paysans qui n'adhèrent pas toujours à l'idée. Au-delà, l'honorable député demande le soutien de l'État dans son projet de développement.
Imaginez un instant des éléphants dans ces 80 hectares de plantation. Les dégâts seraient considérables car il est difficile de barrer la route à un troupeau d'éléphants qui veut traverser un champ. Résultat, des récoltes saccagées et les producteurs dans ce cas n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Les agriculteurs dans les zones fauniques en font les frais trop souvent, d'où les conflits entre agriculteurs et éléphants qui font légion. À défaut de raisonner ce mammifère, il faut apprendre à le refouler. Les techniques de refoulement sont enseignées aux producteurs. C'était au tour de ceux de la ranch du ranch de gibier de Nazenga, Abdul Ali Doubadini, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ils sont tous des producteurs, une trentaine au total, issus des 11 villages riverains du ranch du gibier de Nazenga, auxquels se sont ajoutés quelques techniciens locaux. À cette période de production agricole, voici l'une de leurs terreurs, l'éléphant. Ici, le pachyderme s'épanouit, ils sont plusieurs centaines et malheur à celui qui reçoit leur visite dans son champ. C'est la psychose, surtout quand les spéculations comme le mil ou le maïs atteignent le stade de maturation. Tous les paysans ou presque ici en savent quelque chose, chacun a au moins une mésaventure à raconter. Il y a eu un moment que j'ai semé et les éléphants ont sorti. En tout cas, ça a gâté un peu. Le deuxième tour, en tout cas, ce n'est plus un peu. Ils ont mangé. Quand les maïs ont eu un peu de taille, ils sont venus manger. Ah, quand j'ai vu ça, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire parce que je ne peux rien dire parce que c'est tous les jours que les éléphants mangent et c'est dans tous les champs des cultivateurs. Les dégâts causés par les éléphants dans les villages riverains du ranch sont très importants. Parce que ce sont des dégâts qui portent sur les cultures d'igname, de maïs, de sorgho et de plus en plus aussi de sésame et de soja. La plupart des 11 villages riverains sont touchés. Et il y a beaucoup de pertes de production. Et il y a certains producteurs même qui perdent toutes leurs récoltes. L'éléphant, c'est une espèce qui se déplace beaucoup. Et les éléphants que nous avons à Nazenga ici, au nombre de 600-700, se déplacent, appartiennent à un complexe. Se déplacent entre Nazenga, le parc Kabore-Tambi et la forêt classée de la Sicile. Et naturellement les zones banales qui sont aujourd'hui emblavées, qui sont des zones de production agricole. Donc les parcours traditionnels des éléphants sont occupés. Alors pour cet apprentissage, ils ne se sont pas fait prier. Quelques jours de formation pour apprendre une technique simple pour repousser les éléphants et protéger leurs récoltes. Le dispositif comprend les éléments suivants. La première partie, il faut d'abord distinguer la forêt à la zone de culture. De la forêt vers la zone de culture, vous essayez de laisser un espace libre qui va donner à l'éléphant une impression qu'il a quitté vraiment la zone où il habite. Après cette zone, vous allez mettre une barrière que l'éléphant, en arrivant là-bas, va sentir que, en fait, effectivement, il est en train de changer une zone. Et cette barrière comporte un élément répulsif et un élément olfactif. L'élément répulsif, c'est le piment. Dès qu'il a touché, il sent, ça va jusqu'au muscle et il est obligé de faire des métibos. L'élément olfactif, ce sont les boîtes qui sont accrochées, qui font du bruit et qui font aussi la peur à l'éléphant qui va faire des métaux. L'élément suivant, c'est la zone de culture de spéculation non appétée par l'éléphant, qui sont généralement soit le gombo, soit le sésame ou le piment, ou autres cultures que les producteurs savent que l'éléphant n'appète pas beaucoup. Ensuite, le producteur peut mettre les cultures qu'il désire mettre dans son champ, qui peut être du maïs, du coton ou bien les autres cultures désirées. Beaucoup de théories, un peu de pratique ensuite pour s'assurer que la technique est bien assimilée et c'est le champ du vieux Kinda à la lisière du ranch qui est choisi. Ici pour l'heure, la solution face au risque, c'est cette équipe de surveillance formée par les enfants déployés au sol et dans la cime des arbres toute la journée pour repérer les prédateurs et les éloigner en faisant du bruit. Donc voici le matériel nécessaire pour le faire. Il y a les piquets. Après avoir dégagé un espace entre la forêt et le champ, la barrière de refoulement est déployée.
Des fanions imbibés d'un mélange de graisse, d'huile de vidange, de piment et attachés au fil de fer, dispositif appuyé par ces briquettes obtenues par le mélange du piment et des copeaux de bois ou les déjections de l'éléphant. Une fois allumée, la fumée dégagée par ces briquettes éloigne les pachydermes. La technique a fait ses preuves. Nous avons eu l'occasion, avec l'appui de l'UICN, de l'appliquer dans la zone de Banfora. Et ça a été une réussite totale parce que tous les producteurs qui ont appliqué, suivant les normes qu'on a dit de faire, ont dit que leurs champs n'ont pas été endommagés par les éléphants. N'empêche que ceux qui ont mal appliqué, on nous a signalé qu'effectivement les éléphants ont franchi la barrière. Avant Nazenga, la technique a été enseignée dans les régions des Cascades, des hauts bassins et de l'Est où on retrouve également d'importantes populations d'éléphants. Les producteurs formés devront de retour dans leur village partager le savoir. C'est facile puisqu'il y a beaucoup de choses qu'ils nous ont montré qu'on peut remplacer. Par exemple, il y a certaines choses que c'est coûteux, mais ils nous ont montré d'autres qui sont moins coûteux qu'on pourrait appliquer et ça va nous arranger. Par exemple, au niveau de la graisse, c'est coûteux, mais on peut le remplacer immédiatement par le beurre de karité. Cette formation, initiée par l'Office national des aires protégées, est soutenue par le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire et unanimement saluée, autant du côté des producteurs que des gestionnaires des aires protégées. Elle devrait permettre d'atténuer les conflits hommes-éléphants. Et si les éléphants sont souvent sur la défensive, c'est qu'ils sont couramment victimes de braconnage. Une trentaine de ces pachydermes auraient été abattus ces 2 dernières années au Burkina Faso. Dernier cas en date, un éléphant adulte blessé par les braconniers et que les gestionnaires du ranch du gibier de Nazenga ont dû achever. C'était en présence de Alidou Padini, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Elles sont tout simplement énormes. 2 défenses d'éléphants qui pèsent chacune dans les 50 kg. Leur longueur et leur poids laissent imaginer aisément la taille de l'éléphant qui les portait, sûrement un mâle comme celui-ci, adulte de plusieurs dizaines d'années. C'est la mort dans l'âme que les gestionnaires du ranch de Nazenga ont dû se résoudre à l'achever il y a de cela quelques jours. Ces 2 défenses proviennent d'un éléphant que des braconniers ont blessé à plusieurs reprises, qui s'était retrouvé au niveau du campement ici, et qui était très farouche, qui menaçait un peu la sécurité des usagers du campement. Et nous avons requis l'autorisation de notre hiérarchie pour l'achever. Et quand nous l'avons achevé, nous avons retrouvé 6 impacts de balles. Il y avait au moins 3 blessures purulentes. C'est pour dire qu'il était condamné à mourir. Le braconnage, un fléau à la peau dure et qui connaît un regain ces dernières années dans le collimateur des braconniers, les éléphants et leurs précieuses défenses. En 2006, pour vous parler un peu de quelques chiffres, il y a ce que nous avons vu, c'est au moins 6 éléphants qui ont été tués. Ce sont les carcasses que nous avons retrouvées. Et en 2012, présentement, nous sommes à près de 5 carcasses que nous avons retrouvées. Sans défense. Voilà, sans défense. Tout porte à croire qu'il y a un réseau de braconniers qui essaient d'abattre les éléphants pour arracher les défenses pour les destinations que nous ne connaissons pas. Ce qu'il faut savoir également, c'est que des éléphants victimes de braconnage deviennent plus agressifs. Ces 2 dernières années, près d'une trentaine d'éléphants seraient tombés sous les balles des braconniers. Pour un éléphant abattu comme celui-ci, la perte est sèche sur toute la ligne. C'est vraiment la désolation parce que un éléphant comme celui que nous avons perdu était arrivé à un stade adulte. Et en matière de tourisme, c'est un sujet vraiment qui faisait beaucoup d'attraction. Ce cas de braconnage est cependant loin d'être isolé ici à Nazenga, d'où la nécessité de renforcer les équipes de surveillance et les moyens, mais aussi de travailler à une franche collaboration avec les populations riveraines des aires protégées, ce qui est encore loin d'être gagné, nous confie le chef de l'unité de gestion.
Et nous parlons de sauvegarde de l'environnement avec les populations de Bissiga qui sont invitées à apporter leur contribution à la lutte pour la sauvegarde donc, de cet environnement. Chaque année, chaque ménage dans le village donc, devra planter un arbre fruitier dans sa concession avec obligation d'entretien. C'est le mot d'ordre et avec 2000 plans mis en terre, le combat de la reforestation gagne en efficacité. C'est une initiative de El Hadj Moussa Kwanda. Le commentaire de Moumouni Soubega. C'est l'étape ultime avant le reboisement. Acquérir des plants pour mettre en terre. L'équation paraît souvent difficile à résoudre. Et le choix de l'espèce vient comme une double équation. Ces arbres fruitiers remis au village de Bissiga sont la réponse de El Hadj Moussa Kwanda à ces équations. Contrairement à ce qui s'est fait d'habitude, qui a consisté donc à réserver un site qui abriterait l'ensemble des plants, nous avons décidé que chaque concession de Bissiga, chaque fils de Bissiga devra donc être responsable de la plantation d'un arbre et devra veiller à ce que cet arbre-là grandisse dans les bonnes conditions et que demain les fruits donc, de cet arbre puissent profiter à l'ensemble de la communauté. Plus de 2000 plants ont été distribués aux 4 secteurs du village de Bissiga. Chaque ménage a la charge de planter et d'entretenir les arbres précieux. L'approche est toute simple, permettre aux populations locales de planter responsables car les conséquences des changements climatiques inquiètent plus d'un. El Hadj Moussa Kwanda nous a interpellés sur la problématique des changements climatiques. Vous savez, la population de Bissiga a augmenté et l'action de l'homme sur l'écosystème inquiète. Permettre à chaque ménage de planter des arbres chez soi est une bonne chose. Acquérir des arbres fruitiers et les planter chez soi, je pense que le donateur veut nous amener sur le chemin du développement. Nous devons nous occuper de ces manguiers afin de profiter plus tard de leurs fruits. Composés essentiellement de manguiers et de nérés, ces arbres sont source de vie et de revenus. À côté de leur participation et à la régénérescence de l'écosystème, ils contribuent à la quête perpétuelle de l'autosuffisance alimentaire de ces populations qui ont massivement adhéré à cette initiative d'un fils de la localité. Les éditions Sidoya ont sacrifié à ce quart d'heure éco-citoyen dans la cour de l'AIB Boulkemde ce samedi, une sortie aux allures de détente pour les travailleurs de Sidoya qui, dans la foulée, ont visité les salles de spectacle à Koudougou. Ce week-end détente s'est poursuivi l'après-midi sur le site touristique de Bazoulé et Yolande Lompo est conviée. Première du genre, cette excursion sur la mare au crocodile sacré de Bazoulé, organisée par la Mutuelle des travailleurs des éditions Sidoya, a permis à la soixantaine de participants de se ressourcer. C'était l'occasion pour nous de s'aimer la graine de la cohésion, de la confraternité, de la fraternité, de l'union, de la solidarité. Parce que sans ces différentes choses, on ne peut pas véritablement construire une entreprise. Nous avons voulu profiter de cette occasion pour que les uns et les autres se rapprochent davantage, pour que les uns et les autres se découvrent davantage et pour que les uns et les autres apprennent à regarder dans la même direction. Déjà dans la matinée, la famille des éditions Sidoya était à l'AIB Boulkemde où elle a mis en terre près de 200 plants essentiellement composés d'espèces locales telles que le néré, le tamarinier, le manguier et l'anarcadier. On a initié le reboisement pour répondre en même temps à l'appel du gouvernement. On a mis plus de 200 plants sous terre qu'on est sûr de leur utilité parce qu'on a mis déjà une équipe qui va se charger d'arroser, d'entretenir et on espère que d'ici la saison prochaine, on aura peut-être 80% de réussite. J'ai baptisé l'arbre que j'ai planté Perspective Sidoya. Dans mon esprit, c'est un programme, c'est une vision pour que sur cette base-là, nous travaillons tous au développement des éditions Sidoya, que l'établissement se déploie sur le plan national, que ces productions soient accessibles à l'ensemble des Burkinabés, qu'ils deviennent véritablement le journal de tous les Burkinabés. Une fois cette plantation d'arbres achevée, ils ont tenu à visiter ce lieu de travail en compagnie de l'association des communicateurs et de quelques agents de l'environnement venus les soutenir. C'est l'un des premiers bâtiments administratifs de la ville de Koudougou. C'est un bâtiment qui date des années 1960
Et depuis que je suis là, je dirais même que depuis que Sidoya l'occupe, nous l'avons occupé comme nous l'avons retrouvé. Et depuis lors, il n'y a pas eu de réfection, à telle enseigne qu'actuellement le bâtiment est en mauvais état et ça demande vraiment à être relooké. J'ai bon espoir que d'ici le 11 décembre, ils feront quelque chose pour la survie de ce bâtiment. Et nos confrères des éditions Sidoya ont également mis cette sortie à profit pour visiter la salle des spectacles de Koudougou. Une salle multifonctionnelle d'une capacité de 2000 places prévue pour abriter les festivités du 11 décembre 2012, dont l'état d'avancement des travaux est de 85% selon Salifou Mamadou de l'entreprise Globex Construction. Que se passe-t-il pour la construction de l'École nationale des enseignants du primaire à Dédougou? C'est le silence radio depuis la pose de la première pierre le 19 janvier dernier. Les populations voient dans ce silence une éventuelle délocalisation, mais les autorités rassurent, cela n'est pas à l'ordre du jour. Symphorien Somda. Les écoles nationales des enseignants du primaire ENEP sont les lieux de formation de ceux qui ont la charge d'enseigner les enfants. Elles sont au nombre de 6 à travers le Burkina. Celle de Dédougou est la 7e, dont la première pierre a été posée le 19 janvier dernier. La population est inquiète quant au démarrage des travaux. Des inquiétudes bien justifiées. La région de la boucle de Moun que nous connaissons, c'est la plus grande région du Burkina. Nous avons un très grand nombre d'écoles et donc beaucoup d'enfants sont à l'école. Et donc, même ceux qui sont sortis de l'école, qui ont eu le BPC, souhaiteraient être des enseignants. Et pour assurer leur formation pour les écoles, pour être instituteurs, ils sont obligés de parcourir d'énormes distances. Le chantier va bientôt démarrer. Seulement, il fallait faire des réglages pour parfaire le projet en tenant compte de certains aspects. Et ce, dans l'optique de disposer d'une ENEP avec des ouvrages de qualité. Les travaux ont déjà commencé en ce qui concerne l'étude architecturale et pour pouvoir aboutir à l'ensemble des plans qui vont être utilisés pour l'implantation et les travaux sur le terrain. Si jusqu'à présent les premiers travaux n'ont pas encore commencé, c'est parce que nous sommes dans la logique de la garantie décennale. Ce qui veut dire que quand les entrepreneurs qui seront attributaires vont faire les travaux, c'est-à-dire les infrastructures seront sous les responsabilités pendant 10 ans. Et pour pouvoir avoir la garantie décennale, il y a toute une procédure qu'il faut suivre avec les structures étatiques, à savoir avec les LMBTP, avec les sapeurs-pompiers. Pour les LMBTP, pour l'étude du sol et l'intégration des normes internationales sur les plans de structure. Nous avons transmis les plans archi et de structure au LMBTP qui a fait ses observations, qui les a retournés et on a remis au bureau d'études pour prendre en compte les observations. L'ENEP de Dédougou sera la plus grande des écoles de formation des enseignants du primaire au Burkina Faso, avec un amphithéâtre de 700 places. Les travaux doivent prendre fin avant le 1er octobre 2013 pour permettre la rentrée académique de la première promotion de l'école. À Ouagadougou, la déontologie et l'éthique du service public enseignée aux agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Objectif et visé, la recherche d'un service de qualité. C'est l'école de formation des hautes études commerciales qui assure cette formation. Abdel Aziz Yagibou. Éthique, esthétique, efficacité. Voici les 3 E de l'accueil sur lesquels plus de 150 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale se sont recentrés. Un besoin de formation qui se posait avec acuité puisque ces agents sont au service d'un public cible vulnérable et sensible. Le service étatique, il doit avoir une certaine équité. Alors la CNSS a pris conscience de cela parce que ces personnes vulnérables qui bénéficient des services de la CNSS, à savoir la femme, l'enfant, les personnes âgées, ont besoin qu'on prenne soin de ces gens, c'est que le service public leur soit accessible. À mon avis, la direction générale en a pleinement conscience et ils ont eu raison de choisir ce thème. Le rôle de la communication interpersonnelle dans la relation client, l'accueil au téléphone en vrai professionnel, la gestion des situations délicates sont entre autres modules développés au cours de cette formation. Une formation qui aura permis de mettre à la disposition de la CNSS un personnel désormais apte à un accueil sans écueil. Il y a beaucoup de
d'usagers vulnérables qu'on accueille. Mais nous, on ne savait pas les accueillir. Mais grâce à cette formation, vraiment, nous avons appris beaucoup de choses. Et dans nos postes respectifs, nous engageons à vraiment mettre ça en œuvre pour le bien de la CNSS, l'image de la CNSS. La caisse a affaire à un public cible, très sensible, populations âgées qui sont les personnes retraitées, populations accidentées, femmes en grossesse. Donc c'est un public vulnérable. Il faut que ces gens comprennent qu'ils ont affaire à un public qui n'est pas normal. Voilà. Donc il faut des qualités spéciales également. Et la formatrice d'exhorter les autres structures publiques comme privées à s'inscrire dans la dynamique de cette formation. Question d'aider leur personnel à mieux contrôler leurs émotions, à désamorcer l'escalade de la violence et à rétablir une communication positive. Et la jeunesse du Sud-Ouest qui s'engage à son tour à construire un monde meilleur. À Gawa, les jeunes ont pris cet engagement devant les autorités et les forces vives à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Christophe Da. La région du Sud-Ouest célèbre en différé la Journée internationale de la jeunesse qui se tient chaque 12 août. Prévue initialement le 16 août, elle sera reconduite finalement ce 4 septembre à cause des récentes tensions sociales qui ont secoué la capitale de cette région. Visiblement sous le choc des événements malheureux, le gouverneur qui présidait cette cérémonie a demandé l'observation d'une minute de silence en mémoire aux victimes de la crise. Dans la foulée, elle a exhorté la jeunesse à intégrer un certain nombre de valeurs morales et humaines pour la construction de la mère patrie. Je leur demande de faire preuve de pardon, de cohésion en leur sein et au niveau de la société, de faire preuve de tolérance également à tous les niveaux et pour une paix véritable au Sud-Ouest. C'est l'appel que je lance à la jeunesse du Sud-Ouest qui ne doit pas perdre de vue qu'elle est effectivement le fer de lance de toute nation et qu'à ce titre devra dépasser les considérations négatives, conjuguer les efforts, car c'est dans cette synergie d'action qu'elles pourront trouver leur voie pour jouer leur partition dans le cadre du développement de notre région du Sud-Ouest. Représentée à cette cérémonie par une soixantaine de responsables d'associations de la région, la jeunesse du Sud-Ouest a saisi cette opportunité pour exprimer quelques préoccupations qui lui sont chères. Nous avons souhaité l'accompagnement des autorités et également des communes pour la mise en place des conseils communaux de jeunesse et les conseils provinciaux. On a souhaité également qu'une priorité soit accordée aux jeunes de la région pour les recrutements. Lorsqu'il y a des entreprises, des sociétés qui viennent s'installer dans la région. Et les jeunes ont également souhaité qu'ils soient proposés au niveau des décorations, aussi bien eux-mêmes que les structures. À l'issue de cette cérémonie officielle, les jeunes se sont déportés au lycée technique professionnel de la région où ils ont planté dans la cour comme à l'extérieur 150 plants. Cette séance de reboisement sera suivie dans l'après-midi d'une conférence en rapport avec le thème de cette 13e journée internationale.